Salam alaikum. Merci à l'ACP, c'est vraiment très intéressant. Il fallait relancer cette cardio-oncologie. Je l'ai vécu avec vous au début avec Dr Jamei et il ne faut pas lâcher. Juste un mot avant de commencer. Je pense que c'est très important que chacun des deux spécialistes fasse un effort. Tout à l'heure, ça a été très bien résumé. Je pense que l'oncologue doit faire des efforts pour reconnaître le risque cardiaque. Les patients qui ont le plus de risques, chez qui il faut vraiment aller vers le cardio. Et nous, en tant que cardio, je crois qu'on a des notions à connaître sur un petit peu les pathologies et surtout les thérapeutiques. Les classes thérapeutiques, voilà, on a la chance maintenant, on va parler des anthracyclines. Il y a les vascular endothelial growth factor qui donnent aussi de l'hypertension, on pourra le voir tout à l'heure. Et il y a beaucoup d'autres classes. Juste pour avoir des grandes idées, quelle classe thérapeutique va être utilisée par l'oncologue, quels sont les risques. On a tout sur les recommandations, mais on a besoin un petit peu de pratique. Et je crois que ça viendra, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par se voir assez souvent et collaborer tous les deux. En tout cas, bravo à l'ACP, merci. Et maintenant, on passe la parole à Dr Baudet, qui va parler justement des anthracyclines, de leur cardiotoxicité. Et je crois que pour nous, c'est un des gros chapitres de cardio-oncologie. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je me joins au remerciement de Stéphane. Merci à l'Association des cardiologues privés de Rabat pour l'invitation, pour l'accueil et pour nous permettre de discuter ensemble de problématiques communes entre Français et Marocains et entre oncologues et cardiologues. Donc, je vous ai fait un petit plan parce que ça va être un petit peu long. Les généralités sur les anthracyclines et pour le coup, on va essayer de faire du pratique, prendre en charge un patient sous anthracycline à l'aide d'un cas clinique et comme on a montré, avant, pendant le traitement, traiter la cardiotoxicité et surveiller au long cours ce patient qui a possiblement survécu à son cancer. Et puis après, on fera une toute petite conclusion. Donc, quelques généralités. Les anthracyclines, c'est une vieille chimiothérapie qui a vu le jour dans les années 60. C'est un cytotoxique, un agent intercalant. Les anthracyclines, elles vont donc s'intercaler dans l'ADN des cellules en division et elles vont aussi inhiber la topoisomérase 2 qui est responsable de la cassure bicaténaire de l'ADN et qui permet la transcription. Donc si les anthracyclines inhibent tout ça, ça va inhiber la division cellulaire, aboutir à la mort cellulaire. Les anthracyclines, elles finissent toutes par rubicine parce qu'elles sont rouges. C'est une façon aussi de savoir ce que le patient a reçu comme chimiothérapie si l'oncologue ne vous l'a pas dit. Il y a plusieurs générations. Les premières générations, celles qu'on connaît bien, la doxorubicine, aussi la donorubicine, plus utilisée en hématologie. Les deuxièmes générations qui étaient censées être un peu moins cardiotoxiques. Et puis les liposomales qui, pareil, sont censées être moins cardiotoxiques et tout aussi efficaces. Et ça, c'est probablement à modérer. Et je vous ai remis ici aussi les tableaux d'équivalence. On va toujours parler en équivalent de doxorubicine. Donc vous allez pouvoir faire les conversions entre les deux grâce à ce petit tableau qui est dans les recommandations EST 2022. Les indications, elles sont larges et les anthracyclines, elles sont réellement efficaces. Elles ont permis de mettre en rémission un certain nombre de patients. Celle qu'on connaît bien, c'est le cancer du sein, le sarcome, un peu plus tardivement la vessie et les ovaires, et aussi les hémopathies. C'est vraiment la pierre angulaire du traitement du lymphome non-Hodgkinien ou hodgkinien, de la leucémie aiguë et plus tardivement éventuellement du myélome. Elles ont des toxicités multiples qu'on connaît, notamment digestives, elles donnent des cytopénies, et elles ont des toxicités cardiaques, alors décrites aiguës, mais qui finalement qu'on ne voit pas tant que ça. Hein. Des troubles du rythme et de l'allongement du QT, c'est écrit partout. Celles qu'on connaît mieux et qu'on redoute, c'est les cardiotoxicités subaiguës et chroniques, la dysfonction VG et l'insuffisance cardiaque. Alors j'ai mis cette diapo qu'on met en fait plus beaucoup, parce que pareil, tout ça c'est aussi à pondérer. On oppose les deux cardiotoxicités, type 1, type 2. La type 1, c'est les anthracyclines. Le mécanisme, c'est de la nécrose myocardique. On dit souvent qu'elles sont dose dépendantes et qu'elles ont un effet cumulatif. Si vous avez reçu 200 mg mètre carré, c'est pas parce que vous arrêtez 6 mois que vous reprenez à 0. Non, ça va s'accumuler sur les 200 mg mètre carré que vous avez déjà reçu.
elles surviennent plutôt de façon chronique, et on disait plusieurs années après la fin du traitement, et on disait en tout cas que c'était une atteinte irréversible et qu'il ne fallait pas reprendre le traitement par risque, si vous avez déjà eu une cardiotoxicité et de l'insuffisance cardiaque, de réactiver le mécanisme. Très rapidement, la physiopathologie. Alors, pour le coup, à la différence de la cellule cancéreuse, le cardiomyocyte, c'est pas une cellule en division, donc c'est beaucoup moins cette anthracycline qui va se mettre à l'intérieur de l'ADN plutôt que l'inhibition de la topoisomérase qui va jouer. Mais il n'y a nettement pas que ça. Et en fait, ce qu'on pense aujourd'hui le plus prépondérant, c'est la production de ROS et du stress oxydatif via la dysfonction mitochondriale. Et il y a probablement aussi une dysfonction contractile par la diminution de l'ATP par dysfonction mitochondriale, et aussi par une atteinte de l'homéostasie du calcium. Alors qu'est-ce qu'on connaît de cette toxicité? Ce qui a été décrit initialement, c'est surtout des tableaux d'insuffisance cardiaque qui survenaient très tardivement, souvent chez des patients guéris de cancer. Et cette cardiotoxicité, elle était dose dépendante. On voit bien ici, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose sur les premières, chez les gens qui ont reçu 200, 300, 400 mg/m², on est à 5% d'insuffisance cardiaque. Et dès que vous montez, là, ça commence à monter de façon très rapide, et quand vous êtes à une dose d'environ 650 mg/m², c'est 50% des gens qui vont faire de l'insuffisance cardiaque. Et cette insuffisance cardiaque, c'est parmi les cardiopathies non ischémiques la cardiopathie avec le plus mauvais pronostic, avec un taux de mortalité très important. Alors probablement, ça c'est à modérer, parce que si on essaye de dépister un peu plus tôt la survenue de cette cardiotoxicité, et notamment si on essaye de mesurer la fraction d'éjection, eh ben, on se rend compte là dans cette étude italienne, 2600 patients qu'on suit en échographie cardiaque, il y a 9% de cardiotoxicité. Alors ça, c'est des données d'incidence qu'on a en tout cas pas beaucoup. Et alors c'est des gens qui avaient été traités par des grosses doses de doxorubicine, 300 mg/m², et on voit qu'en fait elle ne survient pas du tout tardivement, cette cardiotoxicité. Elle survient en médiane à 3,5 mois après la fin de la chimiothérapie, et quasiment la totalité des patients qui vont avoir cette cardiotoxicité vont la faire durant la première année du traitement. Elle avait toujours été dite irréversible. Alors oui, probablement, quand il y a déjà de l'insuffisance cardiaque, c'est plus compliqué de faire retrouver une fraction d'éjection normale à ces patients. Mais là, c'était une étude où on incluait des patients qui avaient une dysfonction VG à 45%. Et vous voyez que les gens qui répondaient le mieux au traitement, c'est ceux qui étaient le plus proches de la fin de leur traitement, donc probablement les plus tôt dépistés. Et c'est ceux qui répondaient le mieux au traitement, donc pas si irréversible que ça. Et donc voilà, là je vous ai remis les petites nuances, probablement subaiguës dans la première année pour la dysfonction VG, et si on attend les signes d'insuffisance cardiaque, cette cardiotoxicité, elle va devenir chronique, et elle est probablement pas si irréversible que ça, mais ça veut dire qu'il faut la dépister, et surtout, il faut la traiter. Alors, comment on peut la définir? Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est ce qui a probablement manqué dans nos études. Tout le monde a une définition un peu différente de la cardiotoxicité. Alors oui, la définition ESC 2022, elle a complexifié les choses. Pour nous, la cardiotoxicité, c'était une baisse de 10 points de la FEVG qui passait en deçà de 50%. Alors là, maintenant, l'ESC nous a proposé une autre définition. La cardiotoxicité, est-ce qu'elle est symptomatique ou asymptomatique? Et puis avec une gradation de très sévère à modéré en fonction des thérapeutiques que vous devez mettre. Et chez les asymptomatiques, sévère, moins de 40%. Moyenne, si vous avez une FEVG qui passe en dessous de 50, entre 40 et 50. Et après, on introduit la notion de si on baisse de plus de 10 points, ça suffit. Et puis si on baisse de moins de 10 points, on va introduire des marqueurs un peu plus précoces comme le strain et la troponine. Et on introduit aussi la cardiotoxicité asymptomatique modérée, qui est là une fraction d'éjection normale, et des biomarqueurs ou un strain, une variation du strain de plus de 15%. Et là, c'est pareil. Je pense que c'est pour moi les choses importantes qu'on rappelait. On peut discuter ces recommandations, mais en tout cas, elles ont posé les bases de ça. Il faut évaluer baseline nos patients pour mettre en place des stratégies de cardioprotection, pour mettre en place la surveillance du patient, parce que souvent, en fait, ces patients, ils ne sont pas bien surveillés. Il faut les surveiller pendant la chimiothérapie, et vous allez voir qu'on va mettre un cut-off de 1 an après la fin de la chimiothérapie,
Et surtout, il faut continuer à voir ces patients, ne pas croire qu'ils ont survécu au cancer, que tout va bien aller, parce que non. À partir du moment où ils ont survécu à leur cancer, leur plus grand risque de mortalité, c'est la maladie cardiovasculaire. Donc on va s'aider de ce cas clinique, et je suis content que Jamal ait fait cette référence, puisque vous voyez, j'ai fait exactement la même chose. Madame R, qui a 66 ans, elle vient vous voir en consultation, et elle a une ordonnance de FEVG pré-thérapeutique. Vous ne connaissez pas le cancer, vous ne connaissez pas le régime de chimiothérapie qu'elle va recevoir. Alors là, il fallait que je vous le dise, je vous l'ai mis comme ça. Des fois, ils sont capables de dire j'ai un lymphome et je vais recevoir des anthracyclines. Donc, pour le lymphome non-hodgkinien, c'est souvent le R-CHOP. Donc, c'est 300 mg mètre carré d'anthracycline. Et c'est souvent les plus grosses doses en première intention qui sont données. Le cancer du sein, c'est moins maintenant et ça a tendance à diminuer. Elle est hypertendue sous inhibiteur calcique, tabagique sevré. Et alors, quelle est votre prise en charge? Est-ce que vous rendez juste la FEVG thérapeutique, pré-thérapeutique? Et là, vous voyez, je ne vous le propose même pas parce qu'on sait que non. Est-ce que vous faites un ECG? Est-ce que vous faites une échographie cardiaque? Est-ce que vous lui prenez la tension? Est-ce que vous faites un bilan lipidique? Est-ce que vous faites une troponine? On fait tout ou pas? Ah ouais, on fait tout. Et donc c'est ça, la consultation avant la mise sous anthracycline. C'est des recommandations de classe 1, ça ne repose pas sur grand-chose. Mais en tout cas, il faut faire un examen clinique en prenant en compte les antécédents du patient, les symptômes, lui prendre sa pression artérielle, ce qu'on oublie souvent de faire un électrocardiogramme. Ça, c'est chez tout le monde. Alors, c'est pas très bien défini dans les recommandations qui doit le faire. Est-ce que c'est les oncologues qui doivent le faire ou est-ce que c'est les cardiologues? Ça, c'est pas très bien dit. Ensuite, il faut dépister les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous voyez, c'est une recommandation aussi de classe 1C. Profitons-en, demandons-lui un bilan lipidique, une glycémie à jeun, ou mieux, l'oncologue lui aura prescrit un bilan pour venir vous voir avec une glycémie à jeun et un bilan lipidique. Et il aura prescrit aussi pour les anthracyclines troponine et peptine natriurétique. C'est une recommandation de classe 2A pour les risques faibles et risques modérés. Je vais vous montrer comment on stratifie le risque. Et une recommandation de classe 1 pour les gens à haut et très haut risque. Et ensuite, pareil, pour les anthracyclines, tous les patients, quel que soit leur risque, doivent avoir une échographie cardiaque baseline. Donc voilà, elle est bien équilibrée sur sa pression artérielle, elle n'a pas de diabète, elle a un LDL cholestérol nettement augmenté. Les biomarqueurs sont normaux, le CG est normal, le TT est normal et notamment la FEVG pré-thérapeutique est à 67%. Alors qu'est-ce que vous allez mettre dans votre conclusion de consultation? Et bien, la première chose qu'il va falloir faire, c'est évaluer le risque de cardiotoxicité. Vous voyez, c'est classe 1. Et alors là, vous pouvez, il n'y a pas tellement, soit vous le faites au nez, et ce qui, à mon avis, n'est pas une mauvaise chose. C'est assez facile de voir que quelqu'un qui n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire, qui est jeune, qui n'a aucun symptôme, est un patient à bas risque et qu'un patient insuffisant cardiaque ou qui a une coronaropathie ou qui a plein de facteurs de risque cardiovasculaire est à risque modéré ou haut risque. Mais ce que vous proposent les recommandations, alors ils ne vous donnent pas beaucoup le choix parce que toute sa stratification voilà, tout va découler de ça, c'est d'utiliser ce score de la Société européenne d'insuffisance cardiaque et la Société internationale de cardio-oncologie. Et je vais vous le montrer maintenant. Alors accrochez-vous. Alors quand même, l'ESC est sympa. Vous pouvez télécharger l'application de l'ESC si vous avez des smartphones. Vous avez ce calculateur de risque, vous cochez les éléments que remplisse votre patient et il vous donne le score de risque. Alors là, nous, on va le faire ensemble. Notre patient, il n'avait pas de cardiopathie, il n'avait pas d'élévation des biomarqueurs cardiaques. Hop, elle a un facteur de risque parce qu'elle a 66 ans. Elle est hypertendue et qu'elle soit équilibrée ou non, ça compte comme un facteur. Elle a fumé de façon significative et donc ça lui fait, donc vous voyez, 2 points pour l'âge, 1 point pour l'hypertension, 1 point pour le tabac, ça lui fait 4 et donc vous voyez 4 facteurs de risque, c'est un risque modéré. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce que vous faites sur le plan thérapeutique? Est-ce que vous faites aucun ajustement? Est-ce que vous remplacez son amlodipine pour un IEC, pour un bêta-bloquant, pour un thiazidique et est-ce que vous rajoutez une statine? Et vous avez révisé avant de venir? Exactement. Alors vous voyez, je vais aussi un peu modérer ça, mais ce qui est sûr, donc dans votre conclusion, vous allez dire mon patient est à risque modéré de cardiotoxicité. Voilà ce que je vais pouvoir faire pour lui. Je vais traiter ses facteurs de risque cardiovasculaire. C'est une recommandation de classe 1. Je vais le traiter en prévention secondaire ou primaire, et ça je vais y venir. Et je vais limiter l'utilisation des anthracyclines dans certains cas.
si mon patient est à très haut risque. Donc ça, je vous l'ai rappelé, le management des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est une recommandation de classe 1. Et effectivement, autant quand on peut le faire, privilégier des traitements cardioprotecteurs. S'il est hypertendu, plutôt privilégier USC bêta-bloquant. S'il a une dyslipidémie, les statines. Un diabète de type 2, la metformine, ce qui avait quelques études qui montraient une diminution du risque. Et surtout, des règles hygiéno-diététiques, l'arrêt du tabac, l'activité physique. Alors je ne vous dis pas que l'activité physique, ça peut moduler en tout cas ça n'a jamais été montré, hein, le risque en tout cas ça ne diminue pas forcément le risque de cardiotoxicité, mais c'est bénéfique au long cours. Je vais mettre un petit bémol à ça. Votre patiente, elle a un lymphome, il y a des situations, il faut prendre en compte aussi ça. Dans les premières doses de chimiothérapie, vous avez toujours un risque de syndrome de Lise avec de l'hyperkaliémie, de l'insuffisance rénale. Donc des fois, introduire des IEC, ce n'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, voilà, il faut se poser cette question-là et il faut être dynamique dans la prise en charge de nos patients. S'il n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, en prévention primaire, ce que nous disent les recommandations, c'est de mettre, alors j'ai marqué discuter, mais c'est du 2A, donc on devrait mettre des IEC, des bêta-bloquants et des statines chez ces patients-là. Alors ça repose sur quoi? Sur pas grand-chose. Il y a des études en prévention primaire, il y a des études qui sont positives, il y a des études qui sont négatives. Donc c'est difficile, en tout cas, ce n'est pas un grand niveau de preuve pour le faire. Je ne vous ai pas mis non plus, mais les statines sont ressorties aussi, c'est une étude canadienne, chez les patients qui faisaient de l'insuffisance cardiaque versus pas d'insuffisance cardiaque. Il y avait plus de prise de statine dans le groupe pas d'insuffisance cardiaque. Il a été présenté à l'ESC, une étude qui ne montrait pas d'intérêt des statines. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, je parle surtout pour les patients, par exemple, qui arrivent avec une dysfonction VG ou une cardiopathie, où on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Elle est là, la discussion aussi avec l'oncologue. Nous, on ne sait pas vraiment si c'est raisonnable pour traiter le cancer. Le but, c'est de traiter le cancer, hein, certainement pas que le patient meure de son cancer avec un cœur sain. Mais c'est ça qu'on va pouvoir discuter. Est-ce que ça serait raisonnable de changer la chimiothérapie pour une anthracycline qui est dite moins cardiotoxique? Est-ce qu'on pourrait baisser les doses de doxorubicine? On sait que c'est un effet de dose dépendant si on met moins. Et donc, notamment chez les patients âgés pour le lymphome, on peut faire du R-mini-shop où vous ne faites plus 300 mg m², mais 150 mg m². Et après, vous pouvez proposer aussi d'autres traitements. Peut-être que vous pouvez dire vraiment les anthracyclines, c'est pas raisonnable. Est-ce que tu peux pas faire autre chose moins cardiotoxique? Et là, c'est une discussion. On discute ensemble et on met en place notre HSJ de surveillance. Et alors, qu'est-ce que vous allez lui proposer maintenant comme surveillance à cette patiente? Elle a un risque modéré, elle est sous anthracycline, une ETT tous les 3 mois, une ETT à la fin de la chimiothérapie, après 250 mg m² de doxorubicine, après 1 an après la fin de la chimiothérapie, ou aucune surveillance particulière, ou genre c'est pas votre rôle. Jamal, tu as une... Alors voilà ce que nous disent les recommandations. On fait une ETT après 250 mg m² de doxorubicine et une ETT 1 an après la fin de la chimiothérapie. Et donc ça, c'est le dernier point de votre conclusion, c'est organiser le suivi, c'est voilà son risque de cardiotoxicité, voilà le traitement que je vais mettre en route, et voilà quand est-ce que je vais revoir le patient. Et vous pouvez déjà donner rendez-vous à votre patient, au moins à 1 an, parce que vous allez voir que tout le monde est revu 1 an après la fin de la chimiothérapie. Et ensuite, on va pouvoir moduler. Stéphane vous l'a rappelé, c'est échographie cardiaque, échographie cardiaque, échographie cardiaque, éventuellement avec du 3D, éventuellement pour faire du strain. L'IRM cardiaque si le patient est peu échogène, ou voilà. Et vraiment, la FE isotopique, c'est en dernière ligne, et c'est ce que je vous rappelais aussi ici. Et donc, voilà le schéma qui est assez joli et assez clair des recommandations ESC. Alors moi, je trouve que, donc, en tout cas, vous faites l'échographie cardiaque. Alors, je ne sais pas si je peux pointer. L'échographie cardiaque, vous voyez, hein, TTE, c'est le CG en baseline. Et TTE, donc pour le risque faible, c'est baseline 1 an après. Et pour le risque modéré, baseline 1 an après en classe 1. Et vous pouvez faire, donc c'est dit dans le texte, après 250 mg m². Il est mis en C4. C4, c'est 200 mg m². Donc je ne sais pas bien quoi vous dire, si c'est une erreur ou voilà. Et en tout cas, chez les très haut risque, vous voyez que là, on augmente clairement la surveillance, où on fait une ETT toutes les 2 cures, une ETT 3 mois après la fin du traitement, parce qu'on a vu que c'était la médiane de survenue de cardiotoxicité, et ensuite une écho à 1 an. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux, et notamment dépister plus précocement cette atteinte, parce qu'on voit dans cette étude-là que, vous voyez, si vous mettez un traitement IEC bêta-bloquant chez des gens qui font de la cardiotoxicité, bah, tout le monde, la cardiotoxicité sera réversible chez
environ 10% des gens, et ce, même quand elle est réversible partiellement, les gens font des événements cardiovasculaires, et c'est là d'où vient détecter plus précocement une dysfonction myocardique plus fine, ou l'agression cellulaire, et donc la nécrose. Donc, ce que nous disent les recommandations pour utiliser le strain, c'est de dire que la cardiotoxicité, c'est une variation de 15% du strain. Là encore, ça repose pas, ce cutoff ne repose pas sur beaucoup d'études, en tout cas qui sont concordantes. Je vous ai mis deux, ça c'est une méta-analyse qui a été publiée récemment. Deux possibilités, soit vous prenez un cutoff, et donc là, ils trouvaient qu'un strain entre moins 21, ce qui est normal, hein, et moins 13,8%, il y avait un risque de développer de la cardiotoxicité de 12 fois. Et si vous preniez une variation de strain par rapport à la valeur basale, finalement, la valeur la plus... ce qui avait été retrouvé dans la littérature, la plus grande, c'était la variation de 15,9% qui était associée à 16 fois le risque de développer de la cardiotoxicité, d'où ce 15%. Si vous voulez le faire en pratique, il faut toujours le faire sur la même machine. Idéalement, c'est que ce soit le même opérateur. Vous allez suivre votre surveillance échographique redemandée. Quel seuil retenir? Les recommandations nous proposent 15%, retenons 15%. Attention aux variations de charge. C'est des patients que vous allez voir dans des états volémiques différents. Ils peuvent avoir été hyperhydratés, une pression artérielle différente, il peut être douloureux, des fréquences cardiaques différentes. Et on le voit, hein, souvent, la première échographie, ils ont plus 70% de fraction d'éjection. Puis après, ça va diminuer. Et puis après, on n'a pas toujours aussi les mêmes échogénicités. Donc, c'est probablement pas si facile à faire que ça en pratique quotidienne. Et pour les biomarqueurs, donc on considère qu'il y a une élévation de troponine si elle est supérieure au 99e percentile et des peptides natriurétiques à plus de 35 pour le BNP, 125 pour le NT-proBNP. Donc là, ça repose sur quoi? Beaucoup sur ces études italiennes de l'équipe de Cardinale. La première qui nous dit que si au cours d'une chimiothérapie vous élevez votre troponine, eh ben vous allez faire plus de dysfonction VG, vous allez avoir une dysfonction VG versus ceux qui n'ont pas élevé leur troponine. Et non seulement vous avez ça, mais aussi si vous élevez votre troponine pendant toute la durée de la chimiothérapie et même un mois après la fin de la chimiothérapie, ben vous allez avoir 3 groupes de risques, ceux qui vont jamais élever leur troponine et ne jamais faire d'événements, ceux qui vont l'élever pendant puis pas après, qui vont faire moins d'événements, puis un groupe très à risque qui est ceux qui élèvent leur troponine et qui gardent une troponine élevée. Ça, c'est à moduler aussi. Il y a beaucoup d'études qui ont essayé de montrer la même chose, qui était négative, probablement parce qu'on n'est pas dans les mêmes régimes de chimiothérapie, on n'est pas dans les mêmes populations de risque de cardiotoxicité, on n'utilise pas les mêmes troponines, pas les mêmes seuils. Donc voilà, il y avait une petite méta-analyse qui disait aussi que ça pouvait valoir le coup, d'où ces recommandations que je vais vous montrer juste après. L'intérêt, on est surpris de voir les peptides natriurétiques dans la surveillance. Hein. Pour le coup, là, c'était assez clair. Les peptides natriurétiques ne montrent pas d'intérêt et ne sont pas prédictifs de la survenue de FEVG dans la plupart des séries, mais en tout cas, elles sont apparues dans les recommandations. Donc, si on veut utiliser de la troponine, c'est toujours toujours la même troponine, toujours dans le même laboratoire pour pouvoir les comparer, plutôt au moment de la chimiothérapie pour ne pas prélever des patientes qui sont déjà beaucoup prélevées. Et alors, attention, si vous le faites, c'est vraiment une stratégie entre cardiologue et oncologue. Si elle est prélevée pendant sa chimiothérapie, c'est qui récupère? Si c'est l'oncologue, qu'est-ce qu'il fait? Qui le prévient, comment on voit le patient derrière. Voilà, il faut vraiment que tout ça soit bien organisé. Il ne faut pas faire ça à la volée tout seul dans son coin. Donc ce que nous disent les recommandations pour les biomarqueurs, si on peut les faire chez les patients à risque modéré, toutes les 2 cures et puis jusqu'à 3 mois à la fin du traitement. Chez le haut risque et très haut risque, il faut les faire toutes les 2 cures à la fin du traitement, 3 mois post-traitement et à 1 an. Vous la revoyez, alors moi je trouve que en tout cas la revoir à 3 mois quand ils sont à risque modéré, c'était peut-être plus pertinent qu'en milieu de chimiothérapie. Ça c'est mon avis personnel, donc moi c'est un cas clinique, voilà. Elle a été revue à 3 mois. Elle va très bien, elle est bien équilibrée sur le plan de sa tension, son ECG est normal et sa FEVG est à 48% et je vous rappelle, elle était à 67% en pré-thérapeutique. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est de la cardiotoxicité? Est-ce que vous m'avez bien écouté? IEC, bêta-bloquant, anti-aldostérone, qui met des IEC? Alors non, j'aurais dû vous remettre, elle est sous amlodipine. Syndrome de Lise, on ne l'a pas fait, je le fais toujours comme ça, parce que sinon je ne peux pas le faire la suite de mon topo, donc voilà. Elle est sous amlodipine, pardon. Qui met des IEC, des bêta-bloquants, des anti-aldostérone? Qui arrête sa chimiothérapie? Alors vous avez raison, hein, c'est de la cardiotoxicité, et il va falloir la traiter.
C'est de la cardiotoxicité, on l'a vu tout à l'heure, c'est de la cardiotoxicité asymptomatique modérée. Et donc deux choses à faire, le traitement cardiologique et discuter le traitement oncologique. Donc pour le traitement cardiologique, voilà ce que nous disent les recommandations. Donc nous, on est chez les asymptomatiques sévères et modérés. Traitement de l'insuffisance cardiaque selon les recommandations ESC 2021. Alors, juste pour vous rappeler, ça date, mais vous voyez là, c'est une étude américaine, les patients qui avaient des dysfonctions VG asymptomatiques étaient clairement, qui étaient sous chimiothérapie, étaient clairement pas assez traités. Donc même si vous voyez une dysfonction VG, ne rendez pas ça à l'oncologue, il ne mettra pas les IEC, les bêta-bloquants. C'est pas son travail, c'est notre travail de le faire. Donc quand vous avez une dysfonction VG inférieure à 40%, vous suivez les recommandations de l'ESC 2021. Et oui, on peut mettre des traitements qui sont recommandés là, c'est-à-dire des IEC ARA2, voire du sacubitril/valsartan, des bêta-bloquants, de la spironolactone, de la dapagliflozine. Il faut y aller progressivement, mais il ne faut pas se dire c'est des patients qui ont un cancer, ils sont fragiles, je mets des tout petits traitements et je n'augmente pas les doses. Il faut les traiter. Rappelez-vous, si vous ne les traitez pas correctement, ils vont avoir un pronostic très mauvais. Et les recommandations de ESC 2021, donc vous allez me dire 40-50%, c'est plutôt de la classe 2A, mais il y a un petit encart sur cancer et insuffisance cardiaque qui vous dit, c'est plutôt de la classe 2B, mais dans le cancer, c'est de la classe 2A. Si vous avez une dysfonction, alors là, ils avaient repris les anciennes définitions de la cardiotoxicité, moins de 10 points avec une FEVG qui descend en deçà de 50%, il faut mettre des IEC et des bêta-bloquants. Donc voilà, là ça résume un peu ce que j'ai dit. J'ai juste mis une petite ligne pour l'activité physique et les programmes de réadaptation cardiaque. C'est aussi un biais de l'établissement où je travaille, où on a beaucoup de réadaptation cardiaque. N'hésitez pas à mettre ces patients quand ils le peuvent, et ils le peuvent très 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 souvent dans des programmes de réadaptation cardiaque quand ils font de l'insuffisance cardiaque. Et le traitement oncologique, donc vous voyez que globalement, alors en réalité, ça se passe rarement pendant la chimiothérapie. Donc pour les anthracyclines, c'est rarement une question de est-ce que j'arrête ou j'arrête pas. Souvent, la chimiothérapie, elle est déjà arrêtée. Mais si ça se passe pendant, à partir du moment où c'est symptomatique ou asymptomatique, sévère ou modéré, on arrête la chimiothérapie et on discute ensuite d'une éventuelle reprise. Auquel cas, on dit quand même quand il y a de la dysfonction VG que c'est sévère, on contre-indique plutôt. Et je mets un petit bémol aussi. Attention à l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée chez des gens qui font le pic hypertensif, qui ont été remplis par 4 litres d'oxygène, de sérum Phi, qui sont passés en FA, de ne pas contre-indiquer ces gens-là quand ils ont fait de l'insuffisance cardiaque clinique à la poursuite des anthracyclines. Posons-nous bien aussi la question de est-ce que c'est vraiment les anthracyclines ou est-ce que j'avais plein de facteurs favorisants pour cette insuffisance cardiaque. Et ce qui est probablement le cas le plus délicat à gérer. Et si elle avait eu une troponine qui est passée au-delà du 99e percentile, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qui aurait mis? Est-ce que c'est de la cardiotoxicité? Vous voyez, elle a une FEVG, donc vous avez fait l'écho, elle a une FEVG normale, elle a une troponine un peu élevée, donc c'est de la cardiotoxicité. Qui met des IEC, des bêta-bloquants, un anti-aldostérone? Qui arrête la chimiothérapie? Alors je vois que les IEC bêta-bloquants, personne n'était très très motivé pour les mettre, je vous les mets comme ça. Donc c'est de la cardiotoxicité, oui. Le traitement cardiologique, vous voyez, on nous dit si vous avez une troponine qui augmente, il faut mettre des IEC et des bêta-bloquants, c'est de la classe 2A. Alors ça repose essentiellement sur cette étude-là, qui est toujours la même équipe italienne. Vous voyez, donc on prend des patients qui reçoivent des anthracyclines, on dose la troponine. Quand la troponine s'élève, on fait 2 groupes, un groupe qui reçoit IEC, un deuxième groupe qui ne reçoit pas IEC. Vous avez vous voyez, vous avez des petits carrés noirs, des petits carrés blancs. Les petits carrés noirs, c'est ceux qui vont augmenter leur tropo une fois pendant la chimiothérapie. Ceux qui augmentent leur tropo, ceux qui vont avoir une augmentation de la troponine pendant et juste après la chimiothérapie. Et vous voyez que si vous mettez des IEC, vous n'avez pas du tout de dysfonction VG dans ces 2 groupes, alors que si vous ne mettez pas d'IEC, ils vont finir par faire de la dysfonction VG et ils vont finir par faire des événements cardiovasculaires. Dans le groupe IEC, il y a 0 événement cardiovasculaire. Dans le groupe pas d'IEC, il y a 30 événements cardiovasculaires. Donc ça repose surtout sur ça. Et donc les recommandations se basent sur ça. Et quelques jours après la publication des recommandations ESC 2022, sort l'étude Cardiac Care qui essaye de faire la même chose. Alors c'est sûr, plus petits effectifs, peut-être un petit peu plus homogène dans sa population, avec un suivi qui était plutôt court, mais on fait la même chose. On regarde ceux qui élèvent leur troponine, on les randomise
en ouvert, bêta-bloquant IEC versus bêta-bloquant ARA2, c'était carvedilol, candesartan versus rien. Et en fait, à 6 mois, il n'y a pas de différence entre les deux traitements. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Point d'interrogation. Après, je pense que quand on part dans une stratégie de surveillance de troponine, autant faire quelque chose, en tout cas si on dépiste, augmenter la surveillance certainement et mettre un traitement quand c'est possible. Et c'est pour ça que ces recommandations, on est obligé de les modérer. C'est vraiment on va dire une application pratique que j'essaye de vous faire ici pour vous dire que ben voilà, il nous manque des études, il nous manque pas mal de choses pour répondre de façon formelle. Et donc quand c'est du 2A, je vous dis on peut et pas on doit. Et pour la chimiothérapie, surtout pas là, il faut surtout pas l'interrompre. Ce qu'on veut, c'est au contraire que les patients puissent poursuivre leur chimiothérapie avec le moins de cardiotoxicité possible. Alors, je vous pose la même question, si elle avait une variation de strain de plus de 15%, est-ce que c'est de la toxicité? Est-ce qu'il faut mettre des IEC, des bêta-bloquants, un anti-aldostérone? On arrête la chimiothérapie? Donc voilà, c'est effectivement de la cardiotoxicité modérée. Donc quel traitement cardiologique? Pareil, IEC bêta-bloquant, classe 2A, sur un strain qui varie de plus de 15% de sa valeur baseline. Ça repose sur quoi? Ça repose sur l'étude sous-cours, qui, en tout cas à mon sens, est une étude négative. Donc voilà, avec en tout cas un design d'étude assez, où on peut quand même on le voit vite arriver. Il y a 330 patients, 307 patients inclus. On fait un groupe qu'on va suivre sur la FEVG, un groupe qu'on va suivre sur le strain, et on va regarder la variation de FEVG dans les deux groupes en les comparant entre baseline et ce qui se passe à 1 an. Et vous voyez que déjà là, la définition de la cardiotoxicité sur le strain, c'est une variation de 12%, et la variation de FEVG, la cardiotoxicité sur la FEVG, c'est une FEVG à moins de 55%, qui baisse de 5 points si on est asymptomatique, 10 points si on est symptomatique, donc on n'est déjà pas dans les définitions classiques. Et donc si vous faites de la cardiotoxicité, vous introduisez IEC bêta-bloquant, et je vous le donne en 1000. Quand on regarde la variation dans le groupe qui a été traité en se basant sur la FEVG et dans le groupe qui a été traité en se basant sur, en tout cas surveillé par le strain, ben, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc c'est négatif. Et ça commence par bien que, et quand ça commence par bien que, voilà, on sait quand même que ce que ça veut dire. Donc il y a des choses à retenir probablement, et c'est pour ça que les auteurs finissent par ça peut être une aide. C'était peut-être pas le bon critère de jugement principal à choisir. En tout cas, quand on regarde dans les groupes qui ont été traités, quand on enlève ceux qui n'ont pas eu buffet de cardiotoxicité, il y a moins de variation de la FEVG dans le groupe strain que dans le groupe FEVG. Et il y a moins de survenue de dysfonction VG à la fin du traitement à 1 an dans le groupe qui ont été surveillés par le strain que dans le groupe surveillé par la FEVG. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a eu plus de patients traités, c'est 27% des patients qui ont été traités dans le groupe strain avec une bonne tolérance. Et surtout, il n'y a pas eu plus d'interruptions de traitement, ce qui était vraiment à craindre dans ce genre d'études. Et donc le traitement oncologique, non, il ne faut surtout pas l'arrêter dans ces cas-là. Vous la revoyez à 1 an, et ça c'est vraiment une consultation aussi à part entière, la consultation baseline, toute la surveillance, la consultation à 1 an. Elle a une FEVG à 59%, elle est toujours sous IEC bêta-bloquant, et elle va bien sûr vous demander est-ce qu'il faut que je continue le traitement, et est-ce qu'il faut que je continue à vous voir. Vous êtes bien sympa, mais... Alors qui pense qu'elle doit continuer son traitement au long cours? Est-ce que la FEVG, elle s'est normalisée, est-ce qu'on peut arrêter? Non. Est-ce qu'elle doit être suivie parce qu'elle a fait de la cardiotoxicité? Est-ce que même si elle n'avait pas fait de cardiotoxicité, elle aurait quand même dû être suivie parce qu'elle a quand même su un traitement cardiotoxique? Alors à mon sens, c'est ça. Alors on va voir sous quelle modalité elles doivent être suivies quand elles n'ont pas fait de la cardiotoxicité. Mais oui, en tout cas, quand elles ont fait de la cardiotoxicité, il faut les suivre, c'est sûr. Donc votre consultation à 1 an, elle ressemble à votre consultation baseline. Vous allez avoir la même conclusion parce que vous allez réévaluer son risque de cardiotoxicité au long cours cette fois-ci. Et vous allez continuer à avoir votre stratégie de cardioprotection et vous allez mettre en place votre surveillance pour les années à venir. Et donc, comment on évalue le risque de cardiotoxicité? Eh ben, on a notre évaluation baseline et là, on va aller voir ce qui s'est passé pendant la chimiothérapie, parce que moi, j'ai été assez étonnée de voir que la dose de chimiothérapie que les patientes recevaient n'entrait pas du tout en compte dans la surveillance pendant la première année. Et en fait, c'est maintenant qu'elle va entrer en compte. Donc, vous voyez, notre patiente, elle avait un risque modéré, mais si on regarde,
Donc là, je vous en ai déjà souligné. Si on regarde, cette patiente, elle a un haut risque de faire un événement durant les 5 premières années parce qu'elle a fait de la cardiotoxicité asymptomatique et parce qu'elle a reçu 300 mg mètre carré de doxorubicine. Et donc on passe d'un risque modéré à un haut risque de faire de la cardiotoxicité. Et là, voilà ce que nous disent les recommandations. Il va falloir la voir annuellement pour dépister ces facteurs de risque cardiovasculaire et les traiter. Et aussi la voir en échographie cardiaque à 1, 3, 5 ans après la fin de la chimiothérapie, puis tous les 5 ans. Et vous voyez que vos patients à faible risque, alors oui, c'est vrai que ce n'est pas bien écrit comme ça, mais en tout cas, il va falloir leur dépister les facteurs de risque cardiovasculaire, mais pas forcément par le cardiologue. Et ça peut être le médecin généraliste ou le cardiologue à la fin dit à un an, ben voilà, elle avait un faible risque, elle a toujours un faible risque, merci de lui faire un dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète et du cholestérol et de bien vérifier qu'elle ne refume pas de façon annuelle. Pendant les prochaines années, et de me la réadresser si besoin. En ce qui concerne le traitement, alors vous voyez, là pour le coup, ces recommandations, elles se sont positionnées. Quand votre patient a fait de la cardiotoxicité, vous n'allez jamais arrêter si elle était sévère ou très sévère. On va pouvoir commencer à discuter si votre patient a retrouvé une FEVG normale. Alors qu'est-ce que c'est la récupération? C'est une FEVG normale, un strain normal et une troponine normale. Et elle est partielle ou nulle si vous avez un critère positif. Donc si elle n'est que partielle, il faut continuer le traitement de l'insuffisance cardiaque que vous avez mis en place. Et ensuite, si elle a récupéré totalement, là, vous allez regarder quel est le risque de vos patients de refaire à l'arrêt de votre traitement. Et vous voyez, là, il est à faible risque s'il a fait de la cardiotoxicité asymptomatique, minime. Donc vous voyez, voilà. Avec un risque plutôt minime à modéré de base, s'il n'y a pas d'autres indications à poursuivre le traitement, si c'était un traitement par thérapie ciblée et notamment anti-HER2, si la récupération a été rapide et s'il n'a pas d'antécédents familiaux de cardiopathie. Donc dans la large majorité des cas, quand c'est de la cardiotoxicité aux anthracyclines, souvent on continue au long cours. Donc voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Donc en tout cas, juste pour vous dire que le rôle du cardiologue dans la prise en charge des patients qui sont traités par anthracycline, il est crucial. Elle doit se faire avant, pendant et après le traitement, et c'est nous qui devons l'organiser. Et ce que nous dit bien ces recommandations, c'est concentrons-nous sur les patients à haut et très haut risque de cardiotoxicité en les suivant de façon très rapprochée, et les autres patients de façon moins rapprochée. À chaque consultation, il faut vraiment identifier les patients. Si notre patient est devenu un patient à risque de cardiotoxicité, mettre en place la stratégie de cardioprotection, être actif dans le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire, dépister la survenue de cette cardiotoxicité et, le cas échéant, si elle survient, la traiter. Il faut un traitement, un suivi cardiovasculaire au long cours, et c'est ce qu'on disait, pour que le patient qui a survécu à un cancer, ça ne soit pas l'insuffisant cardiaque de demain, avec le pronostic qu'on connaît à l'insuffisance cardiaque. Et clairement, il nous manque des études pour augmenter le niveau de preuve et pour que je puisse vous transformer mon « on peut » en « on doit ». Je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Baudy, pour cette overview concernant la cardiotoxicité et les anthracyclines. D'ailleurs, les anthracyclines, comme je l'ai dit, c'est vraiment le modèle de cette concertation entre l'oncologue et le cardiologue. Et vraiment, je vous remercie aussi d'avoir illustré ça par des cas cliniques qui dénotent encore une fois, qui démontrent la complexité d'une prise en charge cardio-oncologique. Ce n'est pas aussi simple, et comme vous voyez, il y a tellement de décisions qu'on doit prendre ensemble, que ce soit le cardiologue et l'oncologue. Et cette concertation, elle est obligatoire. Et je répète encore une fois, l'oncologue, il est obligé d'aller vers le cardiologue. C'est le cardiologue qui doit être un peu plus réciproque pour pouvoir essayer de créer. Moi, je crois que dans les centres actuellement universitaires et dans les grandes cliniques et même dans les cabinets, il faut faire des réseaux onco-cardio pour pouvoir essayer de prendre ces prises en charge. Moi, je voulais un peu vous interpeller dans deux choses. Il y a cette cardiotoxicité, il y a aussi le contexte de cette cardiotoxicité, surtout. Je prends le sein, où les anthracyclines étaient vraiment l'arme thérapeutique qu'on utilisait depuis les années 70. Actuellement, on est en train de désamorcer les anthracyclines, justement, à cause de cette cardiotoxicité, heureusement, qu'on a des molécules qui sont moins cardiotoxiques et on est en train, les essais cliniques randomisés actuels nous confortent pour passer à des traitements moins cardiotoxiques. Et dans le sein aussi, il y a la radiothérapie. C'est vrai que la radiothérapie ancienne, elle était un peu moins sensible, moins ciblée. Maintenant, on a des appareils beaucoup plus sophistiqués et il faut faire attention aussi
à l'association radiothérapie plus oncologie. Et la question que je voulais vous poser, c'est la fraction d'éjection systolique qui est opérateur dépendant. C'est pour ça qu'il faut avoir des cardiologues dédiés qui vont suivre le même malade. Quel est votre... Parce qu'on a vu des malades où, par exemple, on a deux fractions d'éjection systolique qui sont tout à fait différentes. Et heureusement qu'il y a la clinique aussi. Moi, je vous rappelle, je vais être très bref, j'ai vu une malade qui était très bien portante, sous anthracycline justement, on n'a pas encore dépassé la dose cumulée. Et lorsque je vois la fraction d'éjection systolique, il était à 34%. Et ma façon de dire, c'est pas possible. On a refait la fraction d'éjection systolique chez un autre cardiologue et on a trouvé 64%. Donc cette différence est énorme. Non, mais... Et puis après, la malade, la pauvre, il a encore consulté un cardiologue qui a confronté ces 60%. C'est pour dire qu'il faut vraiment avoir des cardiologues dédiés et c'est le mon opérateur qui doit faire. Quel est votre... Alors, je pense que c'est vrai qu'on se dit 34%, 64%, mais je pense que c'est des situations qui peuvent arriver. Moi, j'aime bien cette variation de 10 points déjà, parce que c'est à peu près notre variabilité interopérateur. C'est ce que je dis souvent aux internes, etc. Si toi tu l'as fait, moi je l'ai fait, on peut avoir une vraie différence. Alors rarement, notre œil est capable de voir souvent si c'est plus de 50% ou moins de 50%. C'est des choses qui peuvent arriver. Attention aux conditions de charge, parce que nos patients, elle peut être très hypertendue, elle peut être hypervolémique, il peut y avoir plein de raisons pour que cette fraction d'éjection, alors elle soit peut-être pas à 34, mais elle soit peut-être entre 45 et 50%. Ce que nous dit aussi les recommandations, c'est qu'on peut s'aider d'autres choses. Et alors, moi, je ne surveille pas mes patients sur le strain. Je fais cet aveu ici, je suis même filmée. Mais par contre, c'est-à-dire que je ne vais pas m'exciter sur une variation de 15% du strain. C'est pour moi des choses qui arrivent. Mais par contre, si j'ai une FEVG qui baisse et si j'ai un strain qui baisse avec et de façon significative, là, je vais me dire, effectivement, peut-être qu'il se passe quelque chose. Ce qui est bien avec les anthracyclines, c'est que souvent, on a un petit peu de temps entre deux cures avant de la réinjecter. Donc, on peut très bien se dire, ben voilà, donc, la situation arrive peu parce qu'on surveille peu les patients pendant les anthracyclines. Mais si ça se passe pendant les anthracyclines, on a le droit de dire, ben là, je vais lui doser une troponine, le strain, c'est pas très cohérent, etc. On la revoit dans une semaine. Elle avait peut-être 40% de fraction d'éjection, enfin j'en sais rien, mais elle peut être surveillée par le même cardiologue. C'est pas forcément le cardiologue du 34% qu'il faut blâmer, mais on peut se laisser aussi un peu de temps avant d'introduire les IEC, les bêta-bloquants, s'ils sont complètement asymptomatiques. Et les biomarqueurs, et là pour le coup, moi je pense que les peptides natriurétiques, c'est aussi là où ils ont leur place. S'il y a une vraie cardiotoxicité avec une vraie dysfonction VG, probablement les peptides natriurétiques qui seront augmentés aussi à ce moment-là. Donc si vous avez ça qui arrive, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous aider déjà en regardant, est-ce que ma patiente, elle a changé, il y a des raisons qu'elle ait des variations de charge, BNP trop haut, est-ce que mon strain diminue avec? Si tout est cohérent, il faut traiter. S'il y a des choses qui sont incohérentes, vous pouvez surveiller à une semaine, revoir cette patiente à une semaine. Mais surtout pas la contre-indiquer définitivement. Puis après, c'est Venise. Donc, Razi en premier. Est-ce qu'il y a un biomarqueur prédictif de toxicité cardiaque? Je fais le cours dans notre DU de cardio-oncologie, qui est pour moi un cours difficile. C'est difficile à dire. En fait, le problème, c'est que, comme je disais, on n'a jamais réussi à prendre des populations avec des doses identiques, avec des gens avec les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire, en prenant les mêmes cut-offs. C'est peut-être un problème de cut-off de troponine. Donc aujourd'hui, mon sentiment, c'est que les études, elles sont très discordantes là-dedans. Donc moi, je vous dis aussi, je ne fais pas de surveillance de troponine aux patientes sous anthracycline. Est-ce que la pharmacogénétique va apporter une réponse? Parce que le métabolisme des anthracyclines peut varier d'une personne à l'autre. Peut-être. Oui, bonjour. Deux petites questions. Est-ce que chez quelqu'un qui est à totalement faible risque dans l'évaluation initiale, mettre un traitement préventif, entre guillemets, avec une petite dose d'IEC, plus ou moins une petite dose de bêta-bloquant, peut avoir du sens? Deuxièmement, est-ce que les nouvelles générations d'anthracycline, notamment les pyrubicines ou même les pegylés, donnent moins de toxicité et parfois on est amené à switcher l'anthracycline
en cours de traitement? Alors, pour les patientes à faible risque, je pense que là, en tout cas, c'est probablement pour ça aussi que toutes les études qui ont été faites, on a eu du mal à le montrer. Je pense que ça n'a pas d'intérêt à mettre des IEC, des bêta-bloquants. Il faut imaginer que c'est souvent des femmes, alors pour le cancer du sein, par exemple, des femmes jeunes qui vont avoir une anthracycline, elles vont vomir, elles vont... Donc, moi, en tout cas, je ne le fais pas et je pense qu'on a raison de les stratifier à faible risque, de ne pas plus les surveiller et donc de ne pas plus les traiter. Ensuite, pareil, c'est une grande question. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le cancer du sein, les doses, dans le lymphome, les doses, elles n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes doses et probablement, elles ne viseront pas à changer, en tout cas pas tout de suite. Dans le cancer du sein, c'est l'accumulation des anthracyclines, des anti-HER2, de toutes les molécules, maintenant les inhibiteurs de checkpoint, la radiothérapie, qui fait qu'on module en tout cas ça. Donc oui, en tout cas, la diminution de dose, elle vise clairement à diminuer la cardiotoxicité parce qu'elle est dose dépendante. L'utilisation des anthracyclines pégylées, il y a des études qui disent que c'est la même efficacité. Franchement, si c'était la même efficacité, tout le monde le ferait. C'est pas la même efficacité. Donc, elles sont claires, elles sont pas dénuées de cardiotoxicité, mais il y en a quand même. Et c'est vrai qu'on les utilise aussi des fois chez des gens qui ont déjà reçu des fortes doses de cardiotoxicité, et donc on accumule quand même, peut-être moins vite, mais on accumule quand même cette cardiotoxicité-là. Et pour moi, c'est une vraie discussion. Avec nous, c'est beaucoup, j'ai pas mal d'hématologie, donc je discute beaucoup avec les hématologues. Il y a des fois, ils vont me dire pourquoi pas pour la pégylée d'emblée. Et il y a des fois, ils vont me dire, franchement, si on ne lui met pas des anthracyclines à haute dose, on ne va pas y arriver. Donc dans ces cas-là, on surveille. Éventuellement, on met un traitement cardioprotecteur. Et puis après, voilà. Moi, ce que je voulais dire sur les liposomales, c'est que c'est surtout l'autre toxicité. Ils ne sont pas dénués d'autres toxicités. Ils donnent des hand-foot syndrome très handicapants et on tombe encore dans un problème de sous-dose et d'arrêt de traitement à cause d'une autre toxicité. Oui. Alors, votre patient, s'il était diabétique, j'aurais switché la metformine en SGLT2 qui, d'après les études, protégerait mieux. D'ailleurs, je viens de voir un papier du JAC qui montre que, comparativement à un traitement non SGLT2, il y aurait moins d'événements sous SGLT2 par rapport aux patients qui n'en ont pas. D'une part, et dans la même ordre d'idée, parce qu'on parle beaucoup d'autophagie, est-ce que vous faites jeûner vos cancéreux? Alors souvent, ils jeûnent un peu tout seuls, parce que quand ils vomissent beaucoup, ils jeûnent tout seuls, et non. Alors moi, je leur fais faire de l'activité physique, mais ça, c'est peut-être mon... J'adore manger. Donc j'ai probablement du mal à les faire jeûner, mais je leur fais faire de l'activité physique par contre. Et GT2, qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, alors après, soit on peut être déçu, parce que soit on peut être déçu dans des études randomisées en regardant si ça protège réellement, et pourquoi pas. Et moi, oui, effectivement, je remplacerai ou j'ajouterai à ma metformine mon IGLT2, pourquoi pas. Hein. Merci. Juste une... Donc, je tiens à vous remercier pour votre excellente présentation. Donc, je suis ici. Donc, ma première question sur la dégradation de la fraction d'éjection chez les malades qui sont sous chimiothérapie. Est-ce que vous faites systématiquement une coronarographie avant de commencer un traitement de l'insuffisance cardiaque ou vous le commencez d'emblée? Est-ce qu'il y a un intérêt à dépister chez les malades cancéreux avant de commencer la chimiothérapie par un score calcique, par exemple? Parce qu'il y a un papier récent, je pense canadien, qui a montré l'intérêt d'aller dépister la coronaropathie chez cette population. Deuxième question sur la notion du permissive cardiotoxicité. Je ne sais pas combien vous tolérez dans votre centre pour dire voilà, on stoppe la chimiothérapie ou non. Et troisième question, en parlant de la fibrillation atriale, surtout, c'est une question pour professeur Ederi. Donc en fait, pour les malades qui sont suivis pour une EFA valvulaire. Par exemple, j'ai une patiente qui a un antécédent de remplacement de valve mitrale et qui est candidate à une chimiothérapie pour un cancer du sein et qui est déjà sous AVK. Je ne sais pas comment vous faites pour l'anticoagulation. Et merci. Alors, la première question, c'était le dépistage de la coronaropathie. Alors, moi, je suis après cardiotoxicité, par une coronaropathie. Innocentée les coronaires ou pas, donc après une cardiotoxicité. Moi, je suis systématique. S'il y a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, des signes de troubles de la cinétique segmentaire, je fais de la coronarographie. Mais chez les gens jeunes, je fais des coroscanners. On ne sait jamais, une anomalie de naissance des coronaires, quoi que ce soit.
C'est pour rester systématique. C'est vrai que je ne voulais pas marquer ici, mais quand vous avez recherché surtout une autre cause de cardiopathie, et notamment la cardiopathie coronaire. Donc oui, je le fais de façon systématique, avec beaucoup de coroscanners et un peu moins. Quand la dysfonction VG est vraiment sévère et que le patient a des facteurs de risque, je vais plus à la coronarographie. Votre deuxième question, c'était le dépistage de la coronaropathie par le score calcique. Le problème, c'est que pour moi, le score calcique n'est pas un bon... ça vous donne votre risque cardiovasculaire. Voilà, juste pour commencer une prévention primaire par l'aspirine. Ah, alors oui, éventuellement pour la prévention primaire, mais comme on ferait finalement, selon les recommandations ESC. Donc ça, oui, pour commencer de la prévention primaire, ça peut, mais en tout cas, ce que nous dit les recommandations, c'est qu'il faut traiter les facteurs de risque cardiovasculaire comme nous le disent les sociétés savantes, et donc là, les recommandations ESC 2020. Donc oui, il peut y avoir de la place pour l'écho des TSA et le score calcique, en tout cas. Permissive cardiotoxicité, donc le seuil de tolérance. Alors, ça dépend, parce que c'est ce que je vous dis souvent, nous, on essaye de ne pas dépasser 450 mg mètre carré de doxorubicine. C'est le seuil qu'on s'est fixé. Ça peut arriver, souvent c'est des lymphomes qui récidivent, rarement dans le cancer du sein, mais c'est des lymphomes qui récidivent. Voilà. Après, s'il y a de la dysfonction VG, je ne sais pas si c'était ça aussi, si elle fait de la cardiotoxicité, on est rarement confronté au cas. Moi, s'il y a vraiment de la dysfonction VG, je pense que j'aurais du mal sauf si l'oncologue me dit qu'il n'a pas d'autre solution, à continuer à donner une anthracycline qui a déjà fait de la cardiotoxicité. Et pour la FA, l'anticoagulation, l'anticoagulation de la FA, alors tu me diras si tu es d'accord avec ça. Globalement, si les AVK sont possibles, et qu'elle est sous AVK et qu'elle est bien... donc c'est une FA valvulaire, remplacement de la valve mitrale, donc on ne peut pas donner... et éventuellement, si on a un très haut risque on est mal à l'aise avec les AVK, elle est difficilement équilibrable, etc., proposer éventuellement des HBPM. Et non, certainement pas des NACO. Et après, si elle est déjà valvulaire, est-ce qu'on peut mettre un traitement qui donne de la FA? Oui. Et puis si elle fait de la FA, on traitera sa FA. En fait, il a une indication l'anticoagulation avec ou sans FA. Il a une prothèse mitrale. J'ai envie de dire, on est encore presque plus à l'aise. Voilà, merci. Alors, professeur Msbahi, professeur Aghrbi, et on arrête. J'avais deux petites questions. J'ai entendu dire qu'il y a des anthracyclines qui donnent des lésions cardiaques irréversibles. Alors, dans ce contexte, est-ce que le traitement protecteur a un certain impact thérapeutique ou non? Alors vous avez raison. La seule chose, c'est qu'il y a probablement plusieurs mécanismes. Et c'est vrai, les patients ont été biopsiés. Si vous biopsiez des patients sous anthracycline, vous allez pouvoir trouver des lésions de nécrose. Après, tout dépend de l'étendue de la nécrose et comment vous protégez aussi votre patient de ça. Mais oui, il y a des lésions myocytaires irréversibles, mais qui ne sont pas forcément visibles ni à l'échographie cardiaque, alors à l'IRM dans certains cas. Mais c'est pour ça, elles peuvent être... Il y a probablement aussi de la dysfonction de votre cardiomyocyte. Et en donnant des traitements cardioprotecteurs, en tout cas, vous pouvez les aider à récupérer, comme dans une cardiopathie ischémique. La cardiopathie ischémique, il y a des fois, ils ont des vraies lésions sous-endocardiques avec des FEVG strictement normales. Deuxième petite question. Donc, on a vu un aperçu de l'impact des anthracyclines sur la cardiotoxicité. Et comme vous avez dit, c'est par apoptose. Mais cette apoptose ne concerne pas uniquement le cœur, elle concerne tout l'organisme. Ouais. Alors qu'il y a des éléments de surveillance, ne serait-ce que de la fonction rénale, hépatique, hématologique ou autre. Alors, pour le cadre du pronostic et de la surveillance. Ouais, j'ai pas tellement l'impression, en tout cas, qu'il y ait cette cardiotoxicité, enfin la toxicité, en tout cas au long cours, elle est plutôt sur le cardiomyocyte qui est probablement très sensible au stress oxydatif. Ce qui n'est pas du tout un mécanisme, en tout cas à ma connaissance, sur les cellules cancéreuses. C'est vraiment un vrai mécanisme de toxicité. Est-ce que vous demandez une surveillance de ces différents viscères ou pas? Non. Alors, moi, je ne suis pas oncologue et je ne pense pas que les oncologues... Après, oui, je le fais parce que quand je surveille les facteurs de risque cardiovasculaire, je demande à Yono une créate si je dois modifier mon traitement antihypertenseur. Mais je ne le fais pas pour ça, en tout cas. La question que je voulais poser a été un petit peu posée par le professeur Msbahi, mais... vous nous avez parlé des anthracyclines, vous avez cité 4 ou 5 molécules et vous avez dit que, enfin, on sait qu'il y a des anthracyclines type 1 et des anthracyclines type 2. Je ne sais pas si vous... C'est la cardiotoxicité. Je termine, s'il vous plaît, ma question. Alors, est-ce que pour donner une anthracycline, vous tenez compte
du taux, si vous voulez, de fixation, si vous voulez, de la molécule ou non? Alors pour qu'on soit, il y a différentes générations d'anthracycline et il y a de la cardiotoxicité type 1 qui est la cardiotoxicité aux anthracyclines et type 2 qui est la cardiotoxicité aux thérapies ciblées. Et alors moi, je ne suis pas prescriptrice d'anthracycline. Donc je pourrais pas, en tout cas si on parlait de cardiotoxicité, la type 1 c'est les anthracyclines, toutes les anthracyclines, et la type 2 c'est les thérapies ciblées. Et après elles ont été développées comme ça dans les générations pour essayer d'être un peu moins cardiotoxiques. Elles le sont quand même. Et après c'est les oncologues qui décident de quel type d'anthracycline ils vont donner aux patients. Il y a deux types d'anthracycline. Oui, pour répondre. Il est dit que le type 1 est très mauvais, hein, et le type 2 c'est réversible, alors que le type 1 ne l'est pas. Mais le type 2 n'est pas une cardiotoxicité aux anthracyclines. Moi, en fait, il y a les anthracyclines. Il y a deux types d'anthracyclines qu'on utilise en oncologie adulte. Il y a la doxorubicine, qui est cardiotoxique, et c'est vraiment le principe. Et puis après, il y a l'hyperubicine, qui est un peu moins cardiotoxique, mais lorsqu'on voit que la dose cumulée de la doxorubicine, c'est 450, il ne faut pas dépasser, mais dans l'hyperubicine, il ne faut pas dépasser 700 jusqu'à 800, jusqu'à 900. Mais c'est à peu près la même chose, mais on augmente aussi la dose de l'hyperubicine. Mais la cardiotoxicité thérapeutique ciblée, c'est un autre mécanisme d'action. C'est pour ça que les anti-HERD, par exemple, on est toujours obligé d'avoir un avis cardiaque avec la fraction, mais c'est réversible. On n'est pas obligé d'arrêter. Le problème des anthracyclines, malheureusement, lorsqu'on dépasse la dose, il ne faut pas dépasser la dose cumulée parce que le risque de cardiotoxicité augmente. Est-ce que vous tenez compte de l'effet cumulatif du médicament pour choisir tel ou tel autre? C'est-à-dire alors ça c'est sûr. Ouais, bien sûr. On va utiliser des anthracyclines classiques sans dépasser 450 mg/m². Quand on a déjà reçu une grosse dose, on va essayer d'utiliser plutôt des liposomales ou qui sont dites moins cardiotoxiques pour pouvoir traiter un peu plus les malades. Merci. Merci. On a eu 2 très belles sessions. Ça continue après la pause. Donc on prend juste 15 minutes maximum. À 11h35, on se retrouve.